Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous mon échange avec maître Loïc Padonou. Loïc est avocat au barreau de Paris depuis 2011 et exerce à son compte depuis un peu moins de 2 ans en droit pénal général et des affaires, ainsi qu'en contentieux civil et commercial. Personnellement, ce qui m'a frappé, c'est le rapport très clair et simple et finalement sain aux autres que Loïc entretient. Je ne vous cache pas que j'admire profondément ce genre de personnes. Je n'en connais pas beaucoup qui sont comme ça, à ce point posés, stables et calmes, mais j'ai envie d'en connaître plus et surtout j'ai envie d'apprendre à être plus comme elles, ce qui va un peu ensemble d'ailleurs. Avant de laisser place à ma conversation avec lui, je voudrais préciser que j'ai un regret concernant cette interview, et c'est de ne pas avoir posé la question du racisme, ou en tout cas de son expérience en tant qu'homme noir dans la profession d'avocat. Sur le moment, je n'ai pas osé. La discussion durait déjà depuis un long moment, puis je me disais aussi que c'était un peu cliché d'aborder ce sujet avec mon premier invité non blanc. On en a parlé en off après l'interview, et en fait, malheureusement, il se trouve qu'il aurait eu quelques anecdotes à raconter à ce sujet. On ne m'y reprendra pas, et j'en parlerai les prochaines fois, quitte à ce qu'on me réponde que cela n'a pas été un sujet, et tant mieux bien sûr si on me répond ça. À ce propos, j'aimerais aussi que la diversité, comme on dit poliment, soit plus représentée dans le podcast. C'est difficile de m'engager car déjà, trouver des avocats épanouis et qui sont bons managers quand ils ont une équipe et qui acceptent de témoigner, c'est pas toujours simple, mais sachez que j'ai cette donnée en tête. Merci à Anaïta Boudé-Etmilani, fan de la première heure de Fleurs d'avocat, de m'avoir parlé de Loïc, et bonne écoute. Bonjour Loïc Padonou. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Avec plaisir. Alors Loïc, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, moi je suis devenu avocat parce que c'est un souvenir assez lointain. J'étais comme beaucoup de garçons, un grand fan de football. Et quand j'ai dû faire mon stage en entreprise au collège, ce stage d'1 semaine, j'avais été accepté par le magazine France Football. J'étais hyper content. Et il se trouve que j'avais candidaté comme ça, je ne sais plus combien de candidatures j'avais lancées, mais j'avais aussi écrit à quelques cabinets d'avocats dans la ville où j'ai grandi. Qui est ? Issy-les-Moulineaux. Et une avocate m'a répondu 15 jours avant le début du stage. Donc j'ai refilé mon stage à France Football à un copain. J'étais ravi d'y aller, fan de foot autant que moi, et je suis allé passer 1 semaine avec cette avocate. Une avocate qui exerçait en individuel, qui exerce toujours d'ailleurs, et qui traitait vraiment de tous les aspects du droit des personnes. Donc, mais pourquoi tu avais envoyé des candidatures à des cabinets d'avocats ? Tu avais déjà une curiosité ? Bon, je pourrais faire cette espèce de réponse un peu banale, mais que finalement tout un chacun est capable de faire, autant un avocat parfaitement anonyme qu'un ténor, mais que je supportais peu l'injustice. Voilà. Et que ce sentiment-là est apparu dans la classe. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au début du collège, en fait, on commence pour certains à se rebeller, à avoir des échanges plus ou moins houleux avec l'adulte, on va contester des choses, mais il y a aussi une vie de classe qui doit s'insérer dans un cadre normatif quelque part, qu'on a tendance à beaucoup contester à cette période-là. Et assez tôt, je m'érigeais en forme de défenseur des uns et des autres. Et finalement, c'était un peu comme ça que c'est apparu, ce truc de ce rapport à ce qui est juste, ce qui est injuste, et le fait de vouloir en dire quelque chose, s'exprimer. Et tu avais relié ça au métier d'avocat, en fait, déjà. Et assez vite, ça a été relié au métier d'avocat, mais pas forcément par moi en réalité, mais plutôt par mes copains, quoi. C'est un peu ça l'idée. L'avocat, c'est celui qui porte la voix. Et quelque part, dans ces classes-là, j'imagine au début du collège, l'idée c'était un peu celle-là finalement, c'était de porter la voix finalement de ceux qui se retrouvaient à certains moments un peu en difficulté. Voilà. Donc j'ai fini par devenir délégué de classe, voilà, ce genre de choses. Effectivement, au moment où il a fallu choisir un stage, en réalité on ne choisit pas un stage, on subit, c'est pas compliqué. Je ne suis pas né dans une famille particulièrement favorisée ou connectée. Non pas que j'ai eu une enfance malheureuse, pas du tout, c'était super, j'ai eu la chance de faire plein de choses, mais moi ma famille n'avait pas des relations et ne pouvait de facto pas me prendre en stage, donc il a fallu chercher, c'est pas compliqué. Donc j'ai regardé une espèce d'annuaire de différentes entreprises qu'il y avait dans ma ville. France Football c'était marrant par exemple, l'équipe c'était drôle parce que j'étais un fou de sport, un grand praticien à l'époque,
Et effectivement, à un moment est aussi venue l'idée d'aller vers ce métier d'avocat, d'aller voir ce que c'était. Voilà, mais quand on est petit, déjà qu'en grandissant, hein, on finit la fac, on termine l'école du barreau, on ignore beaucoup de choses sur ce métier. Alors, quand on est en quatrième ou en troisième, on en est tellement loin. Mais l'idée, c'était un peu d'aller voir. Et ce stage m'a bouleversé. Objectivement, ça m'a bouleversé. Ça veut dire que après ce stage, je ne me suis pas dit que j'allais nécessairement devenir avocat. Une vocation n'est pas apparue à ce moment-là. Je ne me suis pas dit que c'était mon objectif professionnel par définition. Pas du tout. Ça m'a plu. Je trouvais ça très intéressant. Mais cette avocate était incroyable. C'est-à-dire que quand on est en stage quand on travaille plutôt, quand on est collaborateur, quand on est avocat dans des beaux cabinets, à Paris en tout cas, moi j'ai exercé à Paris à chaque fois, on rencontre des stagiaires collégiens et on sait que ces stagiaires-là, souvent, n'ont rien à faire de la semaine. Donc si quelqu'un, par chance, dans une équipe, a une audience, on va tout faire pour l'envoyer à l'audience, le stagiaire, pour qu'il s'aère un peu l'esprit, pour qu'il voit autre chose que le cabinet, son ordinateur, son bureau et la photocopieuse. Et moi, j'ai vécu à l'époque ce stage avec une avocate qui exerçait en individuel, avec une expérience mais radicalement différente. C'est-à-dire qu'elle m'a emmené en audience tous les jours. J'ai rencontré des clients, elle m'a emmené dans des salles d'audience. Je me rappelle même d'une audience dans le juge aux affaires familiales où j'étais avec le client jusqu'au bout. Puis j'ai attendu juste à l'entrée du bureau du juge, finalement, parce que je crois que c'est dans son bureau qu'avait lieu l'audience. Et elle m'a tenu par la main comme ça, elle m'a emmené partout. J'ai assisté à des audiences à Nanterre, à des audiences aux assises à Paris. Enfin, c'était incroyable. Et ce stage-là, c'est mon premier souvenir en pénal. C'est mon premier souvenir en pénal parce que je me rappelle d'une audience correctionnelle à Nanterre, tribunal correctionnel de Nanterre, où elle m'amène, puis elle m'assoit dans le public, puis elle va faire ses démarches, il y avait des choses à faire, et puis elle me récupère 2-3 heures après. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai été témoin du regard finalement que la société pouvait poser sur une scène de violence dont j'avais les protagonistes en face de moi. Je suis même pas sûr d'en avoir reparlé. Je crois que c'est la première fois que j'en reparle. Mais c'était l'ex-copine d'un type dans un quartier qui avait été séquestré quelques heures, 4-5 heures dans une nuit, violenté, qui, pour la menacer une fois qu'elle avait été relâchée, avait été violentée dans la rue par des individus. Il dit clairement, il était hors de question qu'elle parle de ce qui s'était passé. C'est passé dans une chambre d'hôtel, un truc vraiment glauquissime, et qui avait été lacéré, qui a été cutérisé. Il a mis des 4-5 coups de cutter sur les joues. Et donc moi, j'avais, je sais pas, 13, 14, 15 ans, je sais plus quel âge j'avais. Et j'étais dans cette salle d'audience et je regardais ça, mais j'étais... ça m'a scié, quoi. Ça m'a scié. Et je me rappelle plus, finalement, des faits qui ont été rapportés et du positionnement des uns et des autres, des protagonistes du dossier, que du comportement du procureur, du magistrat du siège, des magistrats du siège d'ailleurs, et des différents avocats. Vraiment, c'est la situation qui m'a coupé le souffle, quoi. Vraiment, j'étais mais complètement scié. Et voilà. Et donc finalement, ce premier stage, j'ai pas du tout eu l'expérience de l'avocat qui fait des recherches dans son bureau, qui est en face de son ordi pour prendre des conclusions, une note, répondre à des mails ou autre. Moi, c'est une époque où la pratique des courriels était quand même nettement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était quelque chose c'était une semaine très 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 dynamique et c'était très ludique, vraiment. Et en cela, voilà, ce dossier-là, notamment là dont je parlais à Nanterre en correctionnel, ces violences, ces séquestrations, menaces, ça m'a fait quelque chose. Vraiment, ça m'a happé, quoi. J'ai été happé par ce que j'ai pu entendre, ce dont j'ai été le témoin auditif, si je puis dire. Et après, le temps un peu passé, je n'étais plus forcément en contact avec cette avocate. Et en terminale, moi j'ai fait un bac scientifique et j'hésitais entre m'inscrire en médecine ou à la fac de droit. Donc mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est revenu. Et puis assez vite, au premier trimestre de terminale, j'ai décidé d'aller en droit. Et là, comme beaucoup d'étudiants, je sais pas, la première année, on est quand même très loin on est à la fois très loin et très près de ce qu'est le droit. C'est-à-dire qu'on va être très près de ce qu'est la pensée du droit en théorie pure et puis en histoire, ce qui est passionnant, mais qui n'est pas non plus... moi, c'est pas ce qui m'a oui, toi, ce le qui plus t'avait amené à ça, alimenté c'était les histoires. intellectuellement. Voilà, Ouais. moi, ce sont quelques affaires dont j'avais pu être le témoin qui m'avaient titillé, quoi, pour devenir au-delà de ce positionnement très personnel sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et de ce que je
j'estimais que j'avais à en dire, alors que je n'étais pas forcément un protagoniste, en fait, que j'étais pas forcément victime de la justesse ou de l'analyse juste ou de l'analyse injuste, quoi. Mais voilà, j'ai des conseils de classe, pareil, j'étais délégué au lycée où c'était l'enfer un conseil de classe avec moi, quoi. Vraiment, voilà, c'était un peu. Et j'étais avec une amie d'ailleurs qui était terrible. Terrible, elle était terrible, elle était elle aussi très très dure. Donc on avait des conseils de classe où c'était la guerre, quoi. Et on n'était pas en plus c'était pas dogmatique. C'est-à-dire que on n'était pas là pour défendre nos petits copains, nos camarades à tout prix. C'était pas ça. C'était juste qu'on ne voulait pas que des choses inexactes se disent et que dans le commentaire définitif du conseil de classe, on ait tenu compte d'éléments qui étaient amplifiés en défaveur de l'élève ou qui n'étaient pas exacts ou qui donnaient en réalité du ressentiment du prof. Parce que finalement, l'avocature, c'est oui, ce rapport à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et quelques expériences de vie, effectivement, qui m'ont sensibilisé à ce qu'était, enfin, ce stage notamment, hein, concrètement, à ce qui me semblait être le métier d'avocat. Et j'arrive finalement à la fac de droit sans savoir que ce qui m'intéresse dans le droit, c'est le contentieux, notamment le contentieux pénal. Sans savoir mettre un nom dessus. Exactement. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens plus que je suis capable d'exprimer en mots à ce moment-là. Mais en réalité, effectivement, c'est le contentieux. Et puis après, voilà, moi, la fac de droit, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, j'étais pas très bon élève au collège, au lycée. J'étais un élève qui avait des résultats assez moyens, qui travaillait pas beaucoup, faut être honnête, mais qui était assez intéressé en classe. Voilà, c'était un peu... ouais. Donc j'avais... à la sortie de l'école, j'avais d'autres choses à faire que faire mes devoirs, quoi. Un grand fan de foot, tout un tas de... À la fac de droit, ça a été très différent. À la fac de droit, vraiment, j'ai rencontré une matière, des notions qui m'ont intéressé et qui m'ont donné envie de me plonger dedans, d'y passer du temps. Et j'ai fait une année au Québec, puis j'ai fini... Dans quel cadre ? Moi, j'étais dans le cadre d'un échange universitaire. J'ai passé une année à Québec, d'ailleurs. T'étais dans quelle fac, d'ailleurs ? J'étais à l'université Laval. Moi, j'étais à Paris 5. J'ai passé une année à Québec. Je suis revenu et j'ai fait un master à Paris 1, un master de droit pénal, qui était un DEA, un ancien master recherche, de droit pénal et politique criminelle en Europe, avec... sous la présidence de Geneviève Dulcich-Delage, qui était une professeure incroyable. J'ai rencontré là des professeurs assez bluffants. Je pense notamment donc à Geneviève Dulcich-Delage, à Christine Lazerge, à Stefano Manacorda. Franchement, on a rencontré... Je l'ai vu en prof, Stefano Manacorda. Ouais. Des professeurs assez bluffants. J'ai rencontré des copains aussi, je me suis fait des amis pendant ce master de droit. Et puis après, j'ai fait l'IAE de Paris 1. C'est l'Institut d'administration des entreprises. C'est la fac qui, avant les écoles de commerce, a eu l'idée de proposer des masters spécialisés à la base à des ingénieurs plutôt, pour leur permettre d'appréhender un peu les codes de l'entreprise. Mais du coup, là, tu t'écartes un peu du droit pénal et notamment du contentieux. Alors, oui et non. C'est-à-dire que mon idée à ce moment-là, c'était me dire que, mine de rien, quand on est avocat, disons qu'il n'est pas impossible qu'on soit au contact d'entreprise et qu'il n'est pas complètement absurde d'imaginer comprendre ou appréhender les codes. C'est un peu ça. À la fac, on est quand même très très loin de la réalité de ce qu'est une entreprise, la vie d'une entreprise, les problématiques d'une entreprise. Et en faisant un master spécialisé, mon idée c'était d'essayer de mieux comprendre, mieux appréhender le langage de l'entreprise. Voilà, c'était un peu ça. T'as fait des stages pendant la fac ? Alors moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant. D'abord, au début de mes études, je faisais beaucoup de sport en compétition. Et j'ai toujours travaillé. Je fais beaucoup d'animation avec les enfants. Ça m'a passionné. Et puis après, quand je suis rentré du Québec, pendant ce master de droit pénal et politique criminelle en Europe, j'avais un job étudiant, j'étais surveillant dans un collège. Et j'aurais pu continuer à faire un peu d'animation, mais j'ai voulu être surveillant dans un collège parce que je voulais me rapprocher un peu de ce qu'était la vie dans les ZEP. Et j'ai réussi à trouver une place dans un collège dans Paris, dans une zone sensible. Et ça a été une expérience bouleversante. Vraiment, moi, j'arrivais dans un endroit, une zone extrêmement paupérisée. On dealait du crack
dans la rue du collège en question. Fallait pas traîner le soir. Franchement, c'était un paradigme moi, qui m'échappait, hein, concrètement, qui était très étranger de ce qui était ma vie à moi, ma vie personnelle. Après, moi, j'ai des amis. Quand on joue au foot, il y a quand même un melting pot assez important. Donc, très jeune, j'ai été en contact avec des jeunes qui venaient de quartiers extrêmement défavorisés. Mais là, vraiment, c'était assez... c'était fascinant comme expérience. Donc moi, j'ai travaillé pendant mes études, et j'ai notamment fait ça, là, ce truc de surveillant, et ce qui m'a, en réalité, empêché de faire des stages. C'est-à-dire que je ne pouvais pas à la fois bosser pendant mes études et faire des stages. Mais j'ai fini quand même par faire quelques stages en cabinet. J'ai notamment passé quelques mois dans le cabinet de William Bourdon, qui fait du pénal étiqueté qu'il était à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui comme un avocat droit de l'hommiste. Hein, voilà. C'était très intéressant. Moi, c'était mon premier contact après cette expérience qui était plus d'une ludique. semaine en cabinet d'avocat. C'était très intéressant. J'ai vraiment des avocats, collaborateurs notamment, qui m'ont fait confiance, qui m'ont montré, franchement, qui m'ont permis de toucher de près la réalité du métier d'avocat. Et puis, est-ce que j'ai fait d'autres stages? Je suis pas certain d'avoir fait. J'ai fait plusieurs allers-retours chez William Bourdon, à la fin de mes études. Et puis après, ça a été à l'école du barreau en réalité. Parce que quand je passe le barreau, alors moi j'ai raté le barreau une fois. J'ai pensé que on pouvait le préparer en 2 semaines l'été, que c'était voilà. Bon, je l'ai raté, je l'ai repassé. Comment t'as vécu ça, le fait de le rater? Franchement, honnêtement, j'avais pas beaucoup travaillé. Ouais, tu t'es dit. Donc je pense que si je l'aurais eu rack quoi. Vraiment, je l'aurais eu à 10, 11. Donc c'était une surprise, c'est-à-dire que c'était désagréable comme sentiment. C'était de toute façon l'année où moi j'avais passé le concours pour intégrer l'IAE de Paris 1 là. Donc de toute façon j'aurais décalé mon entrée à l'école. Donc ça, bon, c'était pas si grave, c'était très désagréable, hein, clairement. Surtout qu'on le rate, enfin j'ai la sensation en tout cas qu'on le rate jamais de beaucoup. Moi j'ai raté de très très peu. Donc je l'ai repassé l'année d'après, j'ai fait une prépa comme beaucoup. J'ai travaillé pour ma prépa. Et j'ai trouvé d'ailleurs que cette prépa était vraiment très très grande émulation intellectuelle. Vraiment. Moi j'ai rencontré des profs là en prépa qui m'ont subjugué quoi. Vraiment, moi j'ai adoré l'été de la prépa. T'es pas la première fleur d'avocat, t'es pas le premier invité à me parler d'un éblouissement intellectuel dans une ou plusieurs matières lors de la prépa. Ouais. Mais ce que je trouve navrant, hein, parce que, bon, après c'est pas pour faire de la politique, mais je trouve quand même assez incroyable, vraiment, c'est assez incroyable qu'on puisse passer autant de temps à la fac et être en mesure de dire que c'est pendant une prépa privée d'été que on a un coup de cœur pour certaines matières, pour certains professeurs. Moi je trouve ça assez navrant en réalité, ça l'est, hein, parce que celui qui ne paie pas la prépa, comment il fait pour... Voilà. Donc s'il n'a pas rencontré les profs... En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez dingue la prépa. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas du tout une plaie. Tu te souviens des matières justement? Ouais, ben moi le pénal j'ai beaucoup aimé. C'était pas forcément l'enseignant, mais bon, moi j'aimais beaucoup le pénal, la procédure pénale. Et puis là, je n'avais que ça à faire pendant 2 mois que de me plonger dans ces matières. Moi c'est notamment en droit des obligations et en procédure civile. Franchement, le droit des obligations, ça a été professeur que j'ai eu et agrégé aujourd'hui. Et on avait des discussions qui étaient vraiment sur la place du droit des obligations, sur la manière dont on pense les rapports sociaux au travers du droit des obligations, sur les principes de responsabilité. Vraiment, moi j'ai adoré. Et donc oui, je disais que j'avais raté le barreau une fois. Quand j'ai fait une prépa, je l'ai passé et là je l'ai eu. J'avais beaucoup travaillé, donc c'était cool de réussir. Et puis j'ai pris du plaisir là encore. Vraiment, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je me rappelle notamment de mon grand oral, quoi, qui était. Franchement, du coup, ce sont des beaux souvenirs. Et quand je passais le barreau, en réalité, j'étais encore en stage chez William Bourdon. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours chez lui. Et après, à l'école du barreau, j'ai fait plusieurs stages comme tout le monde. J'ai eu la chance de faire un stage Alors, au début, moi j'avais fait mon PPI, donc j'ai fait des stages, j'étais à l'Assemblée nationale, je bossais avec un assistant parlementaire, puis j'ai été faire du lobbying dans un cabinet de... Donc tout ça a été... Autant l'Assemblée nationale, c'était vraiment une riche expérience, autant le truc de lobbying, là, c'était un peu un fiasco. Bon, peu importe. Pourquoi t'as atterri là-bas? Parce que disons que je naviguais déjà un peu autour d'un parti
de certains politiques. J'étais copain qui bossaient en politique. Bon, voilà. Donc, En fait, tu étais impliqué dans ta vie privée en ouais, politique. c'était Et du coup, des convictions personnelles ouais. qui ont fait que, bon, choisir un PPI, je me suis dit qu'on allait essayer de combiner un peu tout ça. Et donc, ça a été une source de déception à un moment, enfin, par rapport à justement le lobbying, etc. Alors ça, c'est Comment autre se chose. passe. Donc d'abord, Ouais. j'étais à l'Assemblée, et puis après, j'ai été dans un cabinet qui faisait D'accord. cette vision du lobbying. Donc là, j'ai trouvé que c'était un peu pipeau. Ça n'engage que moi. Hein. Ah ben, bien sûr, Voilà. tout est personnel Donc, dans ce podcast. non, bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié assez vite. Hein, bon, voilà. Mais ça permet aussi de prendre conscience que voilà, tout n'est, c'est pas une success story à chaque fois, que tout n'est jamais vraiment. C'était la première fois, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'était la première fois que j'avais une expérience professionnelle qui était vraiment décevante, quoi. Je l'ai exprimé. Le fond, tu t'y retrouvais pas? Non, mais c'était même sur attention, moi j'ai voulu y aller parce que, encore une fois, pour des convictions, en raison de convictions personnelles, un positionnement sur les lobbies, ce genre de choses. Donc je voulais voir un peu comment ces gens-là travaillaient, comment ils étaient conseillés. Mais c'est certainement une histoire de personne plus qu'une histoire de matière ou de fond. Je pense que c'est souvent ça. Moi j'ai quand même la sensation que quand on a une aventure humaine qui nous emmène, en réalité on peut pratiquer à peu près toutes les matières, même en droit. Et moi je l'ai vécu ça plus tard. Donc d'abord j'ai fait un stage après, j'ai eu la chance de faire un stage chez Olivier Metzner, en pénal des affaires. Riche expérience. Donc ça, c'était ton stage final? Non, ça c'était mon stage, en fait je l'ai fait en alternance. Pendant l'école du barreau? D'alternance, moi, l'école du barreau, il y a une période d'alternance avec les cours. Donc. Et puis après, j'ai fait les 3 premiers mois de mon stage final chez Metzner aussi, chez les Metzner. Et ensuite, ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai fait un stage chez Clifford Chance en contentieux, département qui à l'époque était dirigé par Thomas Baudesson et Jean-Pierre Grandjean. Donc comme Arthur Millerand, qui était l'affaire d'avocat numéro 6. Exactement. On a été à la fin de mon stage, Arthur venait pour la première fois chez Clifford. Et typiquement, je me rappelle que à la fin de mon stage chez Metzner, je leur disais qu'en fait je voulais pas aller chez Clifford. J'avais bien réfléchi, que je préférais finir mon stage, les 3 derniers mois de mon stage final chez Metzner parce que je m'y Donc toi, sentais tu avais bien, divisé ton stage final pour pouvoir voir une expérience en grand cabinet? Exactement. D'accord. Voilà. Et moi je considérais qu'Olivier Metzner était un grand cabinet, c'est un grand cabinet d'avocats, mais dans une structure anglo-saxonne, je voulais également avoir une expérience si c'était possible. Et chez Metzner, donc tu expliques que ça se passe très bien. Est-ce que tu as le souvenir un petit peu de ce qui avait joué pour que cette expérience soit si déjà, positive? Déjà une confirmation de mon attrait pour la matière, c'est quand même important. Et puis des rencontres. Les rencontres, moi je pense qu'elles sont assez déterminantes en réalité. Des rencontres avec des avocats qui m'ont fait confiance quand j'étais stagiaire, qui m'ont emmené avec eux, qui m'ont permis de rencontrer des clients, d'assister à des audiences. Moi j'ai beaucoup de chance. J'estime en tout cas que je suis un privilégié parce que au moment de mes stages, j'ai vraiment eu des expériences où on m'a traité comme une pousse d'avocat, quoi. Mais très vite. Et ça, je pense que alors je l'aurais peut-être rendu, mais c'est surtout que je suis tombé sur des avocats qui ont compris qu'un stage photocopie, ça n'avait pas de sens et que ça n'était pas utile de prendre un stagiaire, c'était pour lui faire des photocopies. Donc vraiment, et ça, je n'y suis pour rien. Enfin, alors peut-être qu'après, j'ai donné un peu le change et on m'a d'autant plus fait confiance, c'est possible. Mais, voilà. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Et chez Metzner, ça a beaucoup pété ça. J'ai fait plein de choses. Voilà. Et donc, je ne voulais plus... Tu te souviens que tu disais, en fait, j'ai plus envie d'aller chez Clifford. À la fin, voilà, parce que chez Clifford, j'allais du contentieux, il y avait peu de pénal des affaires, peu. Mais en même temps, moi, le contentieux, c'est une discipline qui m'intéressait. Voilà, encore une fois, le droit d'obligation, quelque chose que j'aimais beaucoup, la procédure aussi. Et il y a un des associés qui m'a dit, voilà, écoute Loïc, nous, on a bien compris qui tu étais, on s'est fait une idée sur toi, que tu fasses 3 mois de plus chez nous, ça ne change rien à l'idée qu'on s'est fait sur toi. C'est hyper important que tu ailles voir autre chose. Et c'est une chance de pouvoir faire un stage chez Clifford Chance en contentieux. Tu peux pas passer à côté de ça. Et j'y suis allé. Et chez Metzner, il y avait de jeunes associés qui avaient été formés, qui avaient des premières expériences dans des gros cabs anglo-saxons ou français, mais des gros cabinets d'affaires, et qui étaient venus au pénal plus tard et qui avaient fait du contentieux dans un premier temps. Donc, je pense qu'ils voyaient sincèrement d'un bon oeil que j'aille voir ce qu'était le contentieux dans une grosse structure. Donc, j'y suis allé, j'ai Clifford finalement. Et
moi je savais pas trop ce qu'étaient les gros cabinets, donc enfin les gros cabinets d'affaires, les gros cabinets anglo-saxons notamment, mais les cabinets d'affaires. Donc pas angoissé, mais à se dire que ça va être des charges de travail hallucinantes, beaucoup de tâches un peu ingrates aussi. Et je suis arrivé chez Clifford Chance et j'ai eu 2 semaines où je travaillais comme un fou sur un dossier un peu compliqué, mais qui avait déjà fait l'objet d'arbitrage et qui revenait encore. Franchement, le genre de dossier où on n'a pas vraiment envie dont on n'a pas envie, quoi. Hein, on n'a pas envie de plonger dedans. Et il y avait des pièces. Il y avait une salle avec, je sais pas, il y avait une quinzaine, une vingtaine de cartons remplis de pièces dont il fallait dresser l'inventaire et qu'il fallait quand même, voilà, qui était a priori pas déterminante, mais qu'il fallait quand même revoir un peu, quoi. Et moi, du coup, on m'a demandé de me jeter dedans, quoi. Et en fait, je l'ai fait avec plaisir. Vraiment, je sais pas. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de les aider. C'est bizarre, hein, comme manière de présenter les choses, mais voilà. Et je l'ai fait. Tu te souviens comment ils t'ont donné envie de les aider ? Je peux même pas le dire. Peut-être que c'est moi qui ai donné des bonnes dispositions, je viens d'arriver, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Enfin, t'étais dans des bonnes dispositions et en même temps, t'y allais un petit peu à reculons. J'y allais à reculons. Mais on t'avait après, on m'a dit, finalement, en disant, voilà, c'était important d'y aller, de le voir. Et puis, franchement, je peux même pas expliquer ce qui s'est passé. Mais ce qui est fou, c'est que dans ces cas-là, plus encore que dans les autres, quand on est stagiaire, parfois quand on est jeune avocat, on est à distance du client, on est à distance de l'audience, du tribunal, de la cour. On a un travail qui se situe vraiment en amont, quoi. Et moi, en fait, au bout de 2 semaines de stage, j'imagine que c'est parce que j'avais passé beaucoup de temps sur ces pièces-là, rendez-vous avec le client, on m'emmène. Hallucinant, quoi. Vraiment. Et ça participe, je pense, de mon envie de rendre aussi quelque part. Tu vois, voilà, il y a des stagiaires qui étaient là depuis 3 mois et qui n'avaient jamais eu la chance. Mais en même temps, c'est pas parce que c'était moi. Moi, je pense que c'est parce que c'était un concours de circonstances. Vraiment qui est très favorable, quoi. C'est-à-dire que j'ai une tâche là qui est pas franchement agréable, hein, un peu redondante, mais ça fait partie de notre métier. En même temps, cette tâche-là, elle est indispensable de notre métier. Personne n'a lu les pièces, personne n'a relu les pièces, redressé l'inventaire, revérifier qu'on n'a rien oublié. On peut pas s'en sortir, on perd un dossier. Donc c'est très important. Et quelque part, moi, on m'a un peu fait confiance aussi. Voilà, donc je dis pas que personne n'a revérifié mon travail ou quoi, pas du tout. Mais je pense que c'était des documents qui, a priori, étaient moins importants, qu'ils avaient déjà, eux, traité l'essentiel, que c'était important d'adresser l'inventaire, de rechecker, et ils ont rechecké après moi. Mais voilà, je sais pas, ils ont eu... Et on m'emmène comme ça un rendez-vous, quoi, avec le client, donc il y a l'associé, le cancel, la collab. C'était génial. Et en fait, ça m'a emmené, encore une fois. Et là encore, quand je dis que moi j'estime que je suis un privilégié, que j'ai beaucoup de chance. L'équipe en contentieux chez Clifford, il y a beaucoup d'avocats, mais il y a quelques avocats là, moi, qui m'ont vraiment fait confiance, qui m'ont emmené avec eux et qui m'ont donné envie, quoi. Qui m'ont donné envie, vraiment. Et ces gens-là m'ont donné envie de faire du contentieux civil et commercial. Ont confirmé mon attrait pour cette matière-là, mais qui est un attrait, voilà, après une formation théorique, puis avant l'école du barreau, la prépa, voilà, eux ils ont confirmé par la pratique mon intérêt pour cette matière-là aussi. Donc c'était vraiment pas vain que j'aille passer 3 mois avec eux, quoi. Sachant que 3 mois c'est court, enfin... C'est très court. C'est vrai qu'en général, c'est au bout de 3 mois, ou de 2-3 mois, qu'il y a un truc qui se débloque dans les stages et où, voilà, au niveau de la relation, ça se passe mieux, on est à l'aise dans la structure, on est à l'aise avec les personnes, la confiance est instaurée, et donc les choses commencent à être chouettes. Et en fait, toi, c'est arrivé plus tôt, quoi. Parce que j'ai une chance inouïe. Vraiment, c'est ce truc-là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une question de personne, beaucoup, et une question de... il y a une part de timing, un peu de bonne étoile, de chance, quoi, je sais pas. Peut-être que tu as une qualité intrinsèque d'arriver à nouer un lien de confiance après moi je et suis... rapidement, c'est aussi tout à fait envisageable. Non mais c'est possible, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de réaliser les tâches qu'on leur demande de réaliser, de faire le travail qu'on leur demande de faire. Après, je pense que effectivement, on demande à... Ce que les stagiaires ont beaucoup de mal à comprendre, je pense, c'est que il faut sortir de positionnement de stagiaire. C'est un peu bizarre, mais alors même qu'ils n'ont pas les réflexes, le bon stagiaire, c'est celui qui va déjà se positionner comme un avocat. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder la recherche qu'on va lui demander de faire comme une recherche purement théorique qu'un prof aurait pu lui demander de faire, pour prendre un article ou
comme un étudiant lambda, mais il va se demander, il va s'interroger sur les raisons pour lesquelles on lui demande, les raisons pour lesquelles on lui pose la question. Et peut-être même qu'il va le verbaliser, qu'il va demander à l'avocat qui va lui demander de faire la recherche. Pourquoi ? C'est un peu bizarre de dire ça, j'enfonce un peu une porte ouverte. Mais je le crois vraiment. C'est-à-dire que le stagiaire qui ne pose... On vient, on lui pose une question de droit, on lui explique un peu un contexte. S'il n'a pas de question à poser, c'est bizarre. Moi, je pense que c'est bizarre. C'est-à-dire que de deux choses l'une, ou il est en face d'un avocat qui lui pose une question. L'avocat peut être brillant, hein, peut avoir vraiment posé le cadre, tout expliqué de manière très ludique, didactique, pédagogue, tout ce qu'on veut. Il y a quand même des chances que une partie de ce cadre-là tel qu'il est présenté par l'avocat qui est échappé au stagiaire. Il y a quand même de grandes chances. Il y a quand même de grandes chances que le stagiaire ait besoin, par exemple, qu'on reformule certains éléments. Et je pense que cette série de questions-là, elle doit venir tout de suite. Il y a d'autres questions qui viendront après quand il aura fait un premier tour de recherche ou autre. Mais quand il a commencé à faire ses recherches, s'il revient vers l'avocat en lui posant une série de questions qu'il aurait dû poser de manière initiale, on a perdu du temps là en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là. Et le gros problème quand on est stagiaire, quand on est étudiant, c'est qu'on a l'impression que poser des questions, c'est passer pour un nigo, quoi. C'est un peu ça. Et qu'on va se faire mal voir, et donc il vaut mieux essayer de prendre un maximum de notes, mémoriser un maximum d'informations, et puis après digérer dans son coin. Sauf que c'est une question de positionnement. Je pense, moi, que celui qui est capable de dire tout de suite, ça je n'ai pas bien compris, ça... en fait il est clair avec lui-même. Il a bien compris qu'il est préférable qu'on lui réexplique tout de suite, et que ça évitera à tout le monde de perdre du temps, ça évitera aux uns et aux autres de s'agacer. Et ça, je pense que c'est important, par exemple, chez un stagiaire, chez un étudiant qui vient comme ça dans un cabinet. Mais je pense que ce sont des choses que beaucoup de gens ont. Après, il y a des gens qui vont se censurer, qui vont justement, pour la raison que j'ai évoquée avant, parce qu'ils ont peur qu'on les considère mal. Mais tout ça participe, je pense aussi, de la perception qu'on va avoir du stagiaire qu'on en fait. Moi, ce sont des choses qu'on m'a renvoyées. Donc, ce que tu dis là me fait rebondir. Il y a des collaborateurs chez Clifford notamment qui m'avaient dit ça, que je me positionnais. Mais en même temps, à la réflexion, comment imaginer qu'un stagiaire se positionne autrement ? Enfin, après, il faut lui donner envie de le faire aussi. Donc, il y a aussi une forme de réciprocité. Tout ça ne se fait pas... Oui, le mettre dans un cadre où il sait que s'il pose une question, on ne va pas lui dire voilà. Mais c'est quoi cette question ? Voilà. Donc, il y a certainement un environnement qui permet ça. Mais il y a aussi une personnalité qui doit te pousser à sortir du bois et dire les choses assez vite. Mais, encore une fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que d'avoir un rapport aux autres tel que celui-là, que je viens de le décrire là, c'est pas ce qui fait qu'un stage va bien se passer. Encore une fois, moi je pense que c'est une conjonction peut-être même une constellation de facteurs, et que moi je suis persuadé que, mais peut-être que je me trompe, hein, mais que je ne suis pas fiscaliste, mais je pense que si j'avais fait un stage dans un kiosque, que je n'avais eu que ça, et qu'il n'y a qu'un cabinet fiscaliste qui m'avait pris en stage, alors même que j'avais pas de formation de fiscaliste, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça se retrouve dans cette situation-là, et que j'étais tombé sur des gens, une équipe assez dynamique, bienveillante, pédagogue, ayant conscience du fait que son rôle c'était d'apporter, de former aussi les gens qu'elle prenait, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des gens et puis de s'en servir comme des pots de fleurs. L'idée c'est quand même c'est de donner, de recevoir. C'est un peu j'en pense un peu des fleurs bleues, quoi. Non, mais ça fait un peu, mais dans l'esprit il y a quand même un peu de ça. Et ben j'aurais peut-être adoré le droit fiscal, parce que je pense vraiment que le contentieux pénal, le contentieux civil et commercial, ce sont des matières qui vraiment m'intéressent plus particulièrement. Mais je pense aussi que l'environnement dans lequel on pratique ce métier, où on l'aborde les premières années, je pense que c'est déterminant de beaucoup de choses. Et donc je pense qu'il y a des facteurs là qui sont complètement exogènes finalement, mais qui viennent et qui nous emmènent, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais je pense que c'est vrai. Bref, donc j'ai fait un stage chez Clifford Chance, qui s'est vraiment assez bien passé, j'ai adoré. Et puis il a fallu trouver une collab. Donc là, ça a été un peu épique. Ils recrutaient pas chez Clifford à ce moment-là ? Alors c'était c'était une période un peu compliquée, mais en fait on m'a fait une offre de collab en pénal, puis on s'est rétracté au cours de l'été. Voilà. Sauf que moi j'avais fini quand même par appliquer, par présenter ma candidature chez Clifford, mais entre temps j'avais été pris ailleurs, donc on n'avait plus d'objet. Et puis je pense que de toute façon le recrutement, c'était pas forcément évident de me recruter. Je pense que tout le monde n'était pas forcément d'accord, notamment parce qu'on avait déjà embauché un an avant quelqu'un pour faire du pénal. Donc là encore, c'est une question de timing aussi. Bon. Donc au cours de l'été, on s'est rétracté d'une offre que l'on m'avait faite. Donc j'étais forcément très déçu, ça a été difficile. On t'a expliqué pourquoi ?
Franchement, aujourd'hui encore, ça m'est inintelligible. Voilà, c'est un peu difficile de... Alors, parce que c'était des divergences entre associés. Est-ce que c'était l'idée de recruter quelqu'un qui avait un autre profil? Je pense que finalement, ça a été ça. Dommage Qu'est-ce que tu veux dire par un autre profil? Mais quelqu'un qui avait peut-être d'autres compétences que les miennes. Ok. Hein, un autre profil. Et là, donc c'était un peu la panique. Hein. Moi j'ai appris ça, je crois, le 13 juillet, un truc comme ça. Donc le 13 juillet, les meilleures places sont prises, hein, normalement. En tout cas, quand moi j'entrais sur le marché du travail, c'était le cas. Et il a fallu rebondir, donc j'ai relancé des cabinets à qui j'avais dit que finalement j'avais été pris ailleurs, que machin. Et j'ai commencé dans un cabinet français, un cabinet d'affaires. Ça s'est très mal passé. Très très mal passé. Je suis tombé sur une équipe assez restreinte. Autour d'un associé, on était deux, trois collabs. Une personnalité très forte. Et une personnalité très écrasante, pas franchement bienveillante. Une espèce de formation qui se fait un peu à la dure, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par à la dure? C'est-à-dire que l'associé va instaurer une espèce de rapport de force où il va exprimer de sa toute-puissance. Sans égard, en réalité, à la manière avec laquelle les collaborateurs, les stagiaires ou autres vont pouvoir entendre ce qu'il dit et ne pas se sentir blessé, ne pas se sentir humilié, enfin vraiment quelque chose de très dur, quoi. Le problème, c'est que moi j'ai pas forcément une personnalité qui s'écrase, j'ai pas naturellement peur. On se souvient de toi, délégué de classe. Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Non, mais après on pourrait imaginer que dans le... Ouais, c'est vrai, finalement, ouais. Encore que, tu vois, délégué de classe, je me rappelle je disais que j'étais pas très bon élève, et je me rappelle que quand on parlait de moi, je disais notamment à mon amie déléguée, parce qu'elle montait dans les tours et tout, je disais non mais enfin, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur... Enfin voilà, objectivement, je suis vraiment pas modèle. Donc, c'était vraiment plus pour les autres finalement que pour moi. Là, en tout cas, dans l'expérience professionnelle, moi c'est ma première expérience professionnelle qui se passait mal, mais au-delà du stage que j'avais pu faire en lobbying ou quoi, là où vraiment je percevais un comportement malveillant de la part de l'associé. À ton égard et à l'égard des gens autour de toi. Voilà. À l'égard de tous. Moi, j'ai vécu des scènes que je n'oublierai jamais de toute ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans une équipe où il y avait une collaboratrice senior qui était en congé, elle était en congé maternité. Elle avait déjà 6-7 ans de barre, je crois. Et le collab avec qui je travaillais, donc je partageais le bureau, avait 3-4 ans de barre. Plus âgé que moi, mais qui avait fait autre chose avant de devenir avocat, donc d'autant plus âgé. Et ce type entendait la voiture de notre associé, une grosse bagnole avec un moteur, il y avait beaucoup de bruit, se garer le matin. Il sursautait, il ouvrait la fenêtre, il vérifiait que c'était bien le patron, il était dans tous ses états, parce que son patron arrivait. Moi j'ai travaillé avec un collaborateur qui sursautait quand le téléphone sonnait, son téléphone. Moi, j'hallucinais. Et dans mon positionnement vis-à-vis de l'associé en question, moi je n'ai jamais montré que j'avais peur de quoi que ce soit, ou qui m'intimidait, ou... parce que ça n'est pas ma personnalité en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui lui a plu dans un premier temps d'ailleurs. Et en réalité ça s'est très mal terminé. Et c'est dommage parce que franchement c'est fou cette expérience. Parce que cette expérience-là, il y a des avocats avec lesquels j'ai eu la chance de travailler avant, qui m'ont appelé quand ils ont appris que j'avais signé là, et qui m'ont dit qu'il fallait que je démissionne immédiatement, au cœur de l'été. Puisque je disais que le 13 juillet, j'ai appris que, en fait, la semaine d'après, j'avais trouvé une collaboration. J'ai eu beaucoup de chance. Avant même que j'y aille, il y a des avocats qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'il ne fallait pas que j'y aille. Que ce type allait me dégoûter du métier qui est le nôtre. Et moi, je leur ai dit qu'en même temps, si j'avais eu une autre opportunité plus intéressante, pourquoi pas, mais je n'en avais pas de fait. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Voilà. Et donc, j'ai passé 9 mois dans ce cabinet. Et ça s'est très très mal terminé. Ça s'est terminé dans le Conseil de l'Ordre. Voilà, terminé dans le Conseil de l'Ordre. Donc ça veut dire que tu as réussi, toi, à garder assez de distance pour dire non mais tout ça c'est pas normal. Et, mais depuis le début. Je vais avoir recours au ouais, donc, alors déjà, d'une part, pendant cette expérience, mais moi je trouve ça vraiment dommage parce que le type en question, moi je pense que c'est quelqu'un qui m'a appris par exemple à ramasser mes écritures. C'est quelqu'un qui m'a persuadé du fait que on n'est pas payé au kilo. Et je pense que cet enseignement-là qu'il m'a prodigué est un enseignement essentiel dans notre métier.
Parce qu'on a des dossiers, on a des confrères qui viennent avec des écritures. C'est l'enfer, quoi. Il me racontait des dosses, des contentieux assez importants, un peu complexes, où des magistrats à l'audience avaient fini par dire écoutez, moi, il y a 8 parties, vous avez 7 minutes chacun. Voilà. Sauf que quand on a un dossier qui est très complexe ou quoi, on a déjà pondu des conclusions, on a assigné, on s'est exprimé longuement à l'écrit. Quand vient le temps de la plaidoirie, on a peut-être l'impression qu'on va devoir approfondir certains points et qu'on a peut-être une heure de plaide. Et on arrive et le magistrat a dit non, c'est 7 minutes pour tout le monde. Et lui, il était peut-être un peu vantard, j'en sais rien, mais il m'expliquait les choses en me disant que lui, cet exercice-là ne lui avait posé aucun problème parce qu'il était formé comme ça. Et je pense que c'est quelque chose de très intelligent. Je pense que c'est brillant parce que ça veut dire qu'on est capable de retranscrire, ça veut dire qu'il faut... L'avocat qui est capable d'expliquer simplement des choses compliquées, c'est quand même un avocat redoutable. Hein. Voilà, donc moi j'avais pas vu plaider ce truc-là, mais quand il m'en parle, en tout cas, il respirait cela. Et je pense que j'aurais pu apprendre beaucoup de choses auprès de cet avocat. Mais voilà, après il faut pas s'esquinter non plus, quoi. Voilà. Donc moi, pendant toute cette expérience, je pense que j'avais du recul, que j'étais pas affecté spécialement par... je sais pas, moi j'ai terminé ma période d'essai, il m'a demandé de travailler l'été, de partir en vacances, c'était mes dernières vacances. Il est rentré de vacances au mois de septembre, moi j'ai demandé si je pouvais prendre une semaine à la Toussaint. J'étais pas gêné, quoi. Franchement, je suis assez simple finalement dans mon rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire que typiquement les vacances, moi je travaille parce que ça me fait... J'ai la chance, c'est quand même un luxe hein, d'exercer une profession qui me plaît, qui me satisfait, qui me remplit intellectuellement. Je ne vis pas pour travailler non plus, quoi. Non, mais on en revient au fait que tu oses, de la même manière que assez naturellement tu oses poser des questions complémentaires quand, enfin voilà, tu estimes qu'il y a des points qui te manquent et tout. T'hésites pas à demander parce que ça te semble naturel et normal si tu peux partir une semaine à Toussaint parce que ben, voilà. Ouais. Non mais c'est vrai que tu sais qu'il y a des personnes. Moi, c'est une collaboratrice dans un cabinet où j'ai été hier qui m'a dit Lila, souviens-toi d'une chose dans la profession, c'est que ce que tu ne demandes pas, on ne te le donnera pas. Qui ne demande rien n'a rien, et donc bah, au pire on te répondra non, mais demande parce que vraiment tu perds rien à demander et on te le donnera pas si tu le demandes pas. Et c'est un truc dont je me suis souvenue, vraiment, et dont je me souviens tous les jours, quoi. Ça a été une vraie leçon pour moi. Mais je pense que c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, non mais tout à fait. Et je pense que dans notre métier en particulier, on a l'impression qu'il ne faut... Moi je me rappelle de mon stage chez Metzner. Olivier Metzner, il était... c'était le cabinet, quoi. Encore une fois, j'ai eu une chance inouïe, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Enfin, à l'époque, on était très très peu à pouvoir... Et moi, j'étais certainement pas le meilleur étudiant, j'avais certainement pas le meilleur profil. On m'a recruté. Bon, mais c'est super. Donc, j'y suis allé. J'ai commencé fin août, je crois, là, le stage où j'étais entre les cours à l'école du barreau et le stage chez Metzner. Déjà, ils auraient pu me dire, ces gens, techniquement, le semestre, il commençait en août, je crois. Je crois. Peut-être que je me trompe. Enfin, je sais plus. Peut-être même qu'il avait commencé en juin. Non, il avait peut-être commencé en juillet. Et en signant ma convention de stage, j'aurais techniquement pu, après les cours de juillet, aller en stage en août. Mais je suis tombé sur des gens qui m'ont dit, en août, l'activité est creuse, il y aura peu d'associés au cabinet, prends des vacances. On finit par se dire que c'est un comportement extraordinaire, une réflexion extraordinaire. Mais en réalité, elle est tellement basique, elle est élémentaire, quoi. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, donc c'est pareil, c'est de la chance. Moi, je suis pour rien, moi, s'il y a des gens qui me disent ça. À l'inverse, ma première collab, là, dont je parlais, que je trouve peu après le 15 juillet, on me dit qu'il faut absolument que je sois à Paris le 30 juillet. Mon patron est en vacances, il ne se passe rien au mois d'août. Je suis à Paris, on me paye, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis plus fatigué, moins reposé, j'ai pas fait grand chose, on m'a payé, enfin, tout le monde perd son temps et son argent, quoi. C'est une vision des rapports aux autres. Donc chez Metzner, je commence en août, théoriquement, on me dit bon, viens fin août parce que ça sert à rien de prendre des vacances. Et au bout de 3 semaines, je dis que je suis un fan de football, à l'époque, le club d'Auxerre joue la Ligue des Champions. Et le grand Real Madrid se déplace à Auxerre. Cristiano Ronaldo, machin. Et j'ai une place. J'ai une place pour aller voir le match. Et les matchs de Ligue des Champions se jouent en semaine, le mardi ou le mercredi soir. Et comme ça, c'est historique. Et je suis allé voir l'associé pour lequel je bossais. Et je lui ai dit, écoutez, franchement, je suis désolé de vous demander ça. Ça fait 3 semaines que je suis là. Mais voilà, il y a Madrid qui vient jouer à Auxerre. Et j'ai la chance d'avoir une place. Le stade est tout petit.
Je me dis, mais écoute, tu fais ton travail et tout, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Sauf que ça veut dire que je pars à 15h cet après-midi-là. Je suis stagiaire, quoi, je viens d'arriver. Mais je le demande parce que, en fait, qu'est-ce que ça me coûte, en fait? On va me dire, ah non. Mais si on me juge en me disant que je suis dilettante parce que j'ai demandé une après-midi, un jour, pour aller voir un truc qui est ma passion, qui ressemble à ma passion, c'est qu'on n'a rien compris en même temps. Donc finalement, c'est que j'ai pas forcément à passer plus de temps avec ces gens-là, en réalité. Mais moi, je l'ai demandé assez naturellement. Et le jour où je pars, donc je pense que Olivier Messard ne le savait pas, parce qu'il avait, ça ne le concernait pas, en fait, j'avais autre chose à penser, j'imagine. Le jour où je pars, je monte voir l'associé pour lequel je travaille en me disant, voilà, donc ça, j'ai terminé ça, et là, j'y vais. Je descends avec lui l'escalier, on tombe sur Messner. Et je pars, quoi. Il est 15h. Je suis stagiaire, je viens d'arriver, il me connaît à peine. Et lui dit, mais Loïc part, il va voir un match de foot. Et on rigole, en fait. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Et moi, je ne comprends pas les gens qui raisonnent autrement. Et c'est-à-dire que je comprends les raisons, je comprends ce qui les empêche, une espèce de carcan. Mais on s'empêche de vivre, en fait. Pas pour faire des leçons de vie, c'est pas ça, mais le c'est quand même podcast, important. c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes avocats qui nous écoutent, et c'est aussi pour qu'ils écoutent une autre voix que celle du carcan et du quand dira-t-on et de l'étiquette et de l'attitude qu'un avocat doit avoir. Non. C'est pour qu'ils écoutent une autre voix. Donc, leçons de vie, pourquoi pas? Parce que des leçons de vie, on en a tous à recevoir de personnalités différentes, et c'est pour ça aussi que... Mais c'est aussi une chance. C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances. Mais c'est un concours de circonstances, mais c'est sûr que si tu n'avais jamais posé la question est-ce que je peux aller voir ce match de foot qui est important pour moi pour telle et telle raison, on t'aurait jamais dit oui. Enfin, on en revient à ça, on en revient à ce que moi, cette collaboratrice m'a dit, si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Et donc, demande, parce qu'au pire, on te dira non. Et ça, c'est une autre personne qui m'a dit, et puis pense toujours au fait que si jamais il y a quelque chose où on te dit non et tout, pose-toi la question, de toute façon, est-ce que moi j'ai envie de travailler avec ces personnes-là? Oui, mais ça, c'est un luxe quand même. C'est un luxe, faut être clair. C'est tout à fait un luxe. C'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu tomber sur des gens pensant les choses de manière complètement différente, quoi. Disant, effectivement, il est complètement dilettante, et puis là, c'était le début du stage, et c'est l'enfer. Je vis 6 mois de cauchemar derrière. Ça aurait été possible après tout. Bon, voilà, je ne saurais jamais si c'est ma requête en tant que telle, mais j'imagine qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas hésité à le dire, mais j'expliquais pourquoi. Bon, voilà, je suis fan de foot. Et ton travail était fait. Voilà, et l'associé en même temps, je pense, était très intelligent, et puis et intelligent dans son rapport à l'autre, et dans son rapport à celui à qui il demande, à son exécutant quelque part, quoi, hein. Mais effectivement, je pense enfin bon, après c'est certainement aussi un trait de personnalité, et en tout cas moi j'ai jamais vraiment hésité à demander les choses, quoi. Et pour en revenir à ta première collaboration et ce litige devant le Conseil de l'Ordre, à quel moment est-ce que tu t'es dit ok, là ça vrille? Et je pense que ça... Mais non, mais moi en fait moi j'ai laissé faire. Bon, moi je pense, mais après j'imagine que ça m'affectait, mais j'étais assez hermétique. En fait, ça s'est terminé en dents de scie, et on n'a pas voulu me payer mon préavis. Et en fait, il y a une question de droit qui s'est posée. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler avant d'avoir prêté serment. J'ai commencé à travailler fin juillet, j'ai prêté serment fin novembre. Donc, j'ai signé un contrat de travail à durée déterminée, mais qui était un peu particulier parce qu'il devait se terminer par ma réussite à l'examen, mine de rien, parce que fin juillet, je savais pas. Je crois que je savais pas encore, je crois que c'est en septembre qu'on a su qu'on l'avait, et par ma prestation de serment. Sauf que quand j'ai prêté serment, ce contrat s'est prolongé dans un contrat de collaboration libérale. Et la question du temps de ma période d'essai et du moment de ma période d'essai, en gros, moi, on a pensé qu'on pouvait me dégager, en imaginant qu'on n'avait pas de préavis à me donner, parce que j'étais pendant la période d'essai de mon contrat de collaborateur libéral. Sauf que le Conseil de l'Ordre, l'instance disciplinaire en tout cas, à Paris, et la Cour d'appel n'entendent pas les choses de cette oreille, et considèrent en réalité que la période d'essai, elle est intervenue en amont. Alors moi, je n'y peux rien, moi. C'est intéressant que tu dis ça. Moi, j'avais négocié avec le cabinet où j'ai fait ma première collaboration. J'avais dit, écoutez, par contre, on enlève la période d'essai dans mon contrat de collaboration parce que j'ai déjà eu 6 mois en tant que juriste chez vous. La période d'essai, c'est ce moment-là. De fait, elle est passée.
Mais donc j'avais fait enlever cette clause. Je savais pas, alors que c'est une clause type de ce contrat de collaboration. Exactement. Et que je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui connaissent pas, ne serait-ce que cette position. Voilà. Et donc moi j'ai eu une discussion assez hallucinante où l'associé en question me dit en plus non mais mon vieux, vous êtes vraiment nul en droit quoi. Vous ne comprenez pas en plus le mécanisme sous-jacent à l'enchaînement là de ces deux contrats. Et je le regardais et je lui disais mais je suis navré, mais la jurisprudence m'est favorable en fait. Donc moi je vous demande pas de me donner 1 euro de plus que ce que vous me devez. Mais en revanche vous me payez ce que vous me devez. On s'est retrouvé dans l'ordre. Il a perdu, il a interjeté appel. Ils sont allés au bout hein. Ah, carrément. Ils ont perdu un appel. Ah, donc moi ce type je le vois, il ne me salue plus. Il me salue pas en fait. Voilà, bon c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà, donc ça c'est ma première expérience, donc assez douloureuse quand même. Et comment tu en ressors justement ? Franchement, moi ça m'a. Bon, déjà j'ai appris quelque chose quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui. J'ai appris quelque chose que j'estime vraiment quelque chose de très précieux dans le métier. C'est de concision, enfin, on me l'a appris. C'est parce qu'on m'a appris que. Malgré ce contexte compliqué, t'as réussi à trouver quelque chose, des nutriments fertiles, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, en tout cas, j'ai essayé d'en extraire. T'as réussi à en extraire ce que tu voulais. Voilà. Mais ce qui est pas forcément évident parce qu'il y a des personnes, moi je peux être comme ça. On peut s'enfermer, là c'est l'escargot. Où tu te renfermes, escargot, et en fait t'arrives pas du tout à passer à autre chose. Exactement. Ouais. Bah, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais ce collaborateur, moi, en face de moi, qui était en grande souffrance. Enfin, je suis pas sûr qu'on se rende compte, mais sursauter quand le téléphone sonne, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est grave. Enfin, ça veut dire que t'es dans un état psychique qui est pas top. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, t'es pas bien, tu sues, enfin, moi je trouve ça quand même. Donc moi j'étais témoin de ça tous les jours. Hein. J'hallucinais moi. Mais à aucun moment je sursautais, à aucun moment enfin voilà, parce que c'est pas ma nature. Donc c'est pour ça que je pense que d'une certaine manière ça m'a pas. Enfin j'étais affecté sans l'être quoi. C'est-à-dire que j'aurais préféré avoir des meilleures conditions de travail, un environnement plus sain, plus posé quoi. Mais bon. Donc ça c'était ma première collab, et puis après j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet anglais qui s'appelle Bird & Bird avec une associée qui s'appelle Marion Barbier, qui était super, qui m'a appris plein de choses. J'étais avec elle dans le département de contentieux civil et commercial, donc c'était super. Ma première collab c'était aussi civil et commercial, donc finalement j'avais bien fait d'aller chez Clifford. Et puis après quelques années, je suis allé dans un cabinet français qui s'appelle Vigo, que j'ai rejoint cette fois pour pratiquer le droit pénal et le droit pénal des affaires. Moi, pendant ma pratique, que ce soit en contentieux jusqu'à ce que j'aille chez Vigo, en fait, depuis que j'ai prêté serment, j'ai toujours fait du droit pénal. Donc j'ai eu la chance d'avoir, alors déjà de tout faire pour m'inscrire assez rapidement sur les listes du barreau pénal à Paris pour faire des commissions d'office. Et puis, je sais pas trop pourquoi, ni comment, j'ai toujours eu quelques dossiers perso. Voilà. Et j'ai toujours voulu le faire, en plus de mes collabs. Et donc voilà, j'ai fini par rejoindre ce cabinet-là. Entre les deux, je suis parti 4 mois en Amérique du Sud avec mon sac à dos, et c'était une expérience incroyable. Encore une fois, pendant ce voyage-là, moi je n'étais pas en quête d'un nouveau souffle professionnel ou de réponse à des interrogations sur la suite de ma carrière, ce genre de choses. Moi je savais que je voulais être avocat et faire du pénal, quoi. Et du contentieux, surtout du pénal, mais enfin du contentieux civil et commercial aussi. Est-ce que tu te souviens de pourquoi est-ce que tu as pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter Bird & Bird pour rejoindre du pénal? Alors, moi le truc c'est que quand je suis arrivé chez Bird & Bird, il y avait un counsel qui faisait du pénal des affaires, et il était question qu'il s'associe notamment et qu'il développe un peu la pratique. Donc finalement, il a fini par partir. Et puis après, bon, disons que moi j'avais pas forcément été embauché pour faire du pénal, mais l'idée c'était quand même de faire du contentieux, et s'il y avait un développement de cette matière-là, d'en faire un peu. Lui il avait un collab qui travaillait beaucoup avec lui. Donc voilà, j'ai eu envie de faire du pénal, quoi, d'en faire vraiment plus, et notamment du pénal des affaires, quoi. Moi c'était quand même ça à la base, hein. Enfin, si j'étais chez Messner tout de suite, j'aurais peut-être jamais fait de contentieux, en tout cas autre que ce que les associés de ce cabinet auraient pu me donner, mais voilà, je voulais revenir un peu au pénal. Et là, j'ai fait du pénal pendant plusieurs années, et j'ai décidé de m'installer il y a 1 an et demi
Tu te souviens bientôt 2 ans. de cette transition, justement, vers la collaboration à ton Ben, compte? moi déjà, quand je suis parti de chez Bird, la question de l'installation se posait. J'avais trouvé des locaux au barreau des Hauts-de-Seine et tout. Franchement, c'était... Donc j'hésitais déjà beaucoup. Et finalement, je suis allé chez Vigo. Donc il y avait peu de chances après Vigo que je ne m'installe pas, en réalité. Donc ou je devienne associé chez eux, finalement, ou que je m'installe à mon compte. Et Pourquoi tu t'étais pas installé à ton compte à ce moment-là? j'avais hésité. Franchement, c'est... Ma vie aurait été différente. Mais elle aurait été super, je suis sûr, hein. J'ai eu un choix à faire. Et j'ai fait le choix de rejoindre ce cabinet-là. Je ne saurais jamais ce que ça aurait donné de l'autre côté, mais bon, mais je n'y suis pas allé, hein. Et peut-être que je me trouvais trop jeune dans le métier, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis allé chez Vigo et j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers hyper intéressants, de me former, d'apprendre plein de choses. Voilà, maintenant je suis à mon compte. Et ton installation, comment ça s'est passé? Mais j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'ai beaucoup de chance parce que déjà je n'ai Tu pas. répètes trop que t'as de la chance Ouais. pour que ce soit que de la chance. Non, Ça, c'est mon opinion. non, mais j'ai beaucoup de chance parce que, par exemple, je sais que quand on s'installe, on a cette angoisse d'avoir de s'asseoir à son bureau et de regarder son téléphone et d'attendre qu'il sonne. Et moi, j'estime que je suis vraiment chanceux parce que je n'ai pas eu ça. Donc ça ne veut certainement pas dire que j'ai eu des dossiers incroyables, fantastiques, et que j'ai été payé à la mesure de mon travail, parce que quand on s'installe et qu'on fait du pénal notamment, mais c'est clair que sur les honoraires c'est très difficile, et qu'il faut compter, qu'il faut se faire payer. Le comptant sur l'honoraire, c'est quelque chose c'est une notion qu'on aperçoit quand on est collaborateur, de loin, mais qui devient une réalité, je dirais pas vitale, mais essentielle en tout cas, quand on s'installe quand même. Donc il y a plein de problématiques, mais moi j'ai eu la chance de beaucoup travailler, d'avoir du travail tout de suite et d'enchaîner avec du travail. Je m'étais dit que l'installation, ça serait l'occasion de dégager du temps pour faire autre chose. Moi, c'est faux en tout cas. C'est drôle parce que Anne-Hélène Rico, donc, qui est l'épisode bonus de Noël, qui est pénaliste au barreau de Créteil, qui exerce à Joinville-le-Pont, pareil, elle s'est installée au bout de 6 ans de collaboration. Et elle m'a dit, ben moi au début, je pensais que j'aurais un peu de temps, quoi. Et en fait, non. Et au point où je me demandais comment je faisais quand j'étais collaboratrice, c'est que je devais travailler pour mon cabinet et en plus gérer mes dossiers perso. Et elle a pas du tout eu un passage à vide comme elle s'y attendait, et comme elle s'y attendait d'ailleurs avec un peu de plaisir, quoi. Mais voilà, mais moi, franchement, j'avais dit que moi, je n'ai même pas de page LinkedIn, moi. Moi, je suis une catastrophe. Enfin, je devais faire un site internet, parce que tout le monde a un site internet aujourd'hui, surtout quand on est comme on est personne, quand on n'est pas connu, on nous appelle pas parce que je n'ai toujours pas de site internet. Franchement. Mais est-ce que tu penses pas, parce que Anne-Hélène c'est pareil, est-ce que tu penses pas que c'est un truc qui est propre à ta matière, peut-être à ta clientèle? Qu'est-ce que tu as comme type de clientèle? Alors, moi j'ai beaucoup de ce qu'on appelle le pénal commun. Donc, on va dire du pénal de rue, on va dire des violences, des vols, des stupes. Moi, je pense que je fais 98% du temps que je suis en défense. Moi, j'ai pas de problème à être partie civile, hein. J'ai eu la chance d'être partie civile au bout de 2 ans de barre dans un dossier de violence policière. On a fait condamner des flics. Je me rappellerai toute ma vie. Finalement, quand on est c'est un peu bizarre, mais quand on est pénaliste et qu'on fait de la défense, le moment où il est le plus agréable d'être sur le banc des parties civiles, c'est quand on est contre des policiers. C'est un peu bizarre, hein. Franchement, c'est quand même un peu tordu d'esprit. Mais non, j'ai pas de problème à le faire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis quand même en défense. Et j'ai aussi quelques dossiers de droit pénal des affaires. J'en ai quelques-uns. Et j'ai aussi des dossiers en contentieux civil et commercial. Donc, mine de rien, j'ai un peu de tout. Et ta clientèle, tu sais comment tu la développes? C'est du bouche à oreille, c'est... Ouais, c'est une catastrophe. C'est que j'essaye de demander aux gens pourquoi ils m'appellent, comment ils m'appellent. Je n'ai pas toujours des réponses. Franchement, je n'ai pas toujours de réponses. Je sais qu'il y a des confrères, par exemple, qui s'installent et qui vont s'appuyer sur leur ancien patron, qui va leur envoyer de la clientèle, ou ce qui permet de payer un peu les charges, quoi. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là. J'ai pas eu cette chance-là. Alors après, j'imagine qu'il y a énormément de bouche à oreille. Mais c'est assez fascinant quand même de dire que le bouche à oreille peut occuper des semaines et des mois, quoi. C'est un peu déroutant, quoi. Enfin,
Et alors, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien, dans ta pratique? Moi, je pense que j'aime mon métier. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre, je pense Bah, qu'on c'est peut enfin, enfoncer c'est top. des portes ouvertes, mais j'ai vraiment cette passion pour la défense, quoi. Voilà, et le contentieux plus généralement. Et je ne vais pas travailler à reculons, en traînant les pieds ou quoi, pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc j'imagine que c'est le rapport au client, le rapport aux autres, le rapport à la matière. On a l'impression que c'est pas technique, mais en réalité, le droit pénal, quand on le pratique sérieusement, parce on dit beaucoup ça en droit pénal des affaires, que c'est plus technique, mais le droit pénal, que ce soit le droit pénal des affaires ou le droit pénal commun, c'est une matière qui est très technique. Et pour s'en convaincre, il suffit par exemple de prendre un stagiaire avec soi et de l'avoir à ses côtés toute la journée, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 2 mois, et de passer son temps à lui expliquer des choses, et de se rendre compte que c'est technique, et qu'on a un code de procédure pénale, et qu'on a des décisions de jurisprudence, et que voilà, donc il y a des codes, il y a bien sûr des codes de conduite, de rapport aux autres, évidemment, en fonction du rôle de chacune des parties au procès, à la procédure, mais nous avons aussi un travail qui répond à des exigences techniques. Et je pense que c'est une activité qui est très diverse en réalité. C'est-à-dire que nos semaines ne se ressemblent jamais, on peut ne jamais être au cabinet de la semaine, on devait se voir jeudi pour ce podcast, mais en fait j'ai eu un client déféré, c'était pas possible. Enfin, on devait se voir jeudi, puis on devait se voir une autre fois, Ouais. et puis encore une autre Ouais, fois. ouais, Et justement, je voulais ouais. te demander comment est-ce que tu gères ce quotidien, parce que tu as une famille, comment est-ce que tu gères ce quotidien très aléatoire finalement? Comment est-ce que tu t'organises? Alors moi j'ai 2 enfants en bas âge, donc ça demande du temps. Après, tout le monde n'y accorde pas du temps, mais moi j'essaye en tout cas de le faire le matin. Moi, c'est moi qui vais déposer mes filles, par exemple. Ça n'a l'air de. Moi, je veux pas une médaille parce que j'ai déposé mes filles, hein, je suis très content de le faire. Non, mais c'est une Mais, question d'organisation de mais le problème, c'est que les déposer à 8h30 à l'école pour l'une et à la crèche dans la foulée ou avant pour l'autre, ça signifie que c'est difficile d'être à 9h à une audience, par exemple. Donc, bon, faut quand même s'organiser un peu, quoi. C'est vrai qu'il faut s'organiser. Ma compagne est enseignante, finit tôt le soir, donc elle les récupère assez tôt, par exemple, quelque chose qui me rassure. Sinon, il faudrait trouver une autre organisation et prendre une nounou, parce que de manière assez objective, c'est très difficile pour moi de m'engager à faire quelque chose d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, parce que je ne sais pas de quoi mes journées seront faites. J'essaye de lutter contre ça, et dès que c'est possible, j'essaye de rentrer un peu plus tôt ou quoi, mais c'est pas forcément facile. Et c'est peut-être même pire que quand j'étais collab, parce que quand j'étais collab, j'avais les dossiers de mon cabinet, à 17h je suis parti. Hein. On m'a rappelé, je suis parti. Mais quand on est collab, c'est pareil, quand il y a une garde à vue, quelque chose, bon ben, sauf que on est moins là-dedans quand on est collab que quand on est à son compte. Quand on est à son compte, on est plus près des gens encore. Hein. Et donc plus près de l'urgence de la matière. Parce que le pénal, c'est effectivement une matière qui a un caractère d'urgence, qui désorganise tous les emplois du temps. Et c'est un vrai sujet. Donc j'essaie de prendre des vacances dès que je peux. Moi, j'adore faire des vacances. Ouais, ouais. Donc dans ces cas-là, c'est un moment où tu dis, ben, les nouveaux alors, appels... alors attention, parce que partir en vacances, ça signifie pas forcément arrêter de travailler. En revanche, ça veut dire effectivement que je vais pas venir pour une garde à vue. Donc je vais appeler des confrères, par exemple, pour leur proposer... bon. Après, on constate quand même qu'entre Noël et le jour de l'an et au mois d'août, l'activité est plus calme. À tous les niveaux. Donc c'est-à-dire que tout le monde part en vacances peut-être, hein, je sais pas moi. Peut-être les avocats en Espagne qui ont plus de travail, ou je sais pas où, en Thaïlande. Mais ouais, donc c'est-à-dire que je pars avec du boulot, ça c'est sûr, très difficile de faire autrement. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut proposer à d'autres de prendre le travail que les clients nous offrent, quoi, finalement. Mais ouais, les vacances, moi, je vis un peu pour ça aussi, quoi, vraiment. Non, mais parce que je trouve que finalement, ils sont rares ces moments-là. Donc, bon. Et sur les difficultés face aux honoraires dont tu parlais tout à l'heure, comment tu gères? Il y a des avocats qui se font toujours payer d'avance, par exemple. Ces gens sont des modèles, ils sont excellents. C'est ce modèle-là qu'il faut suivre. Il y a des pénalistes, hein, de jeunes pénalistes, qui ont la quarantaine qui marche hyper fort et qui disent qu'ils se sont installés tout de suite, n'ont jamais été collab et qu'ils n'ont jamais travaillé un dossier sans percevoir les honoraires à l'avance ou quoi. Moi je dis que dans la réalité, c'est très difficile. Quand on fait un métier comme ça qui est dans l'urgence, c'est très compliqué d'être payé avant de commencer à faire quoi que ce soit. Moi j'ai tendance à, en plus, prendre les gens au téléphone et pas forcément proposer de rendez-vous tout de suite et faire facturer un premier rendez-vous.
ce qui est assez chronophage. Du coup, donc peut-être que je vais réorganiser un peu les choses dès l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'il faut quand même s'y retrouver et que le temps est précieux. Mais d'une manière générale, je me fais payer, quoi. Carré, ouais. Ouais, d'une manière générale. Maintenant, il y a des ratés, hein. J'ai travaillé dans des gros cabinets où il y avait des parts d'impayés, hein. Donc c'est pas non plus. En tout cas, dans ma pratique, j'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression que ça soit une si grande difficulté à ce stade. Je n'ai pas l'impression. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je ne suis certainement pas payé à la hauteur de mon travail. Ça, c'est certain. C'est quelque chose d'acquis. Et comment tu le vis, ça? Je le vis assez bien parce que j'ai l'impression que c'est la pratique qui dessine ça. Et que je ne suis pas certain que mes autres confrères soient, sauf ceux qui ont une réputation particulièrement assise ou quoi, ils sont capables d'avoir des exigences très, 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 très élevées. On est sur un marché qui est très compétitif. À Paris, on est sur un marché qui est hyper concurrentiel en droit pénal. Il y a combien d'avocats installés, seuls, qui ont été collabs ou pas d'ailleurs, soit à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, et qui se présentent comme pénalistes et qui de fait font du pénal et qui sont capables de demander des honoraires hyper faibles. Donc mécaniquement, c'est très concurrentiel. Combien de fois ça arrive qu'on nous appelle et on dit bah, finalement j'ai eu maître machin parce que vous n'avez pas répondu, enfin, Ce que disait Anne-Hélène aussi, ouais. C'est très concurrentiel, hein. Et tu nous disais en début d'entretien que que tu as fait beaucoup de sport. Qu'est-ce que la pratique du sport à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en retires et notamment qu'est-ce que tu en retires dans ton exercice en tant qu'avocat? Alors, alors, je pourrais dire hein, que c'est l'exigence du sport, que c'est un peu de besogneux, sûrement, et je ne m'en rends sûrement pas compte. Mais à coup sûr, il y a. Moi, j'ai pratiqué le football et j'ai pratiqué l'athlétisme. Donc, j'ai fait une discipline individuelle et une discipline collective. Et il faut exister quand on joue au foot en Ile-de-France. C'est assez difficile. Moi, j'ai joué dans un club qui lançait un peu des jeunes qui apprennent leur centre de formation et autres. Donc il y avait des jeunes qui venaient d'un peu partout pour jouer dans ce club-là. Très vite en fait. Jeune, il faut avoir de la répartie, il faut ne pas se laisser décompenser, il faut résister, il faut exister aux yeux des autres, aux yeux du coach, enfin, par rapport à l'adversaire, par rapport à l'arbitre. Il y a plein de choses qui se jouent. Et je pense que d'une certaine manière, c'est une forme de centre de formation. C'est-à-dire que vraiment, ça participe aussi de l'individu qu'on devient et du rapport qu'on peut avoir aux autres et de la possibilité qu'on peut avoir en grandissant de dire les choses assez simplement et d'exprimer ses besoins et de dire quand on a un problème en fait et de ne pas avoir de problème à résister à quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas adapté, mais même quand c'est un associé. Moi j'ai déjà eu des associés qui sont venus dans mon bureau et qui sont mis à hurler. Et en fait, j'avais envie de me lever et de leur asséner une gifle en fait quoi. Non mais c'est-à-dire que c'est une question de positionnement. C'est-à-dire qu'on peut se recroqueviller, se dire que, mais moi je ne me comporte pas de cette manière. Je ne me suis pas levé, j'ai pas giflé, j'ai pas crié plus haut, j'ai laissé passer, mais je pense que la personne a compris que ça n'avait pas vraiment pris en fait. Parce que c'est ça qui existe dans notre métier aussi. Donc moi je pense que ma pratique du sport, peut-être qu'effectivement dans le travail, l'athlétisme c'est très difficile. L'athlétisme c'est un sport où on s'entraîne toute l'année pour gagner des centimètres ou des secondes le jour de la compétition, si on n'est pas blessé. Enfin, c'est quand même hyper ingrat, quoi. Donc peut-être que ça lance hein, et que ça habitue à l'idée de travailler, de se sacrifier, très certainement. Mais en tout cas, moi je pense que c'est dans mon rapport aux autres, certainement, que ça m'a le plus apporté, je pense. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez déterminant en réalité, d'assez déterminant de beaucoup de choses. En tout cas, quand on fait du pénal, quand on fait du contentieux, mais notamment quand on fait du pénal, je crois que le rapport aux autres, c'est quelque chose de très important. Il y a la matière, bon, après tout le monde travaille ses dossiers, beaucoup de gens en tout cas travaillent leurs dossiers et connaissent leurs droits. Mais après il y a quand même une autre dimension, une dimension humaine, et il faut quand même habiter les rapports aux autres. Et je pense qu'en cela, le sport, moi, m'a aidé, je pense. Et après, le sport, il m'aide aussi dans autre chose, je pense, mais c'est encore dans le rapport aux autres. Moi, c'est dans la vision que j'ai de ma pratique. Moi, j'adorerais, vraiment, moi, si mon activité pouvait être pérenne, ce serait super, et être prospère, forcément, ce serait génial, parce que ce serait la coloration, en tout cas, d'une activité qui fonctionne bien, quoi.
et que je devais embaucher ou m'associer à des gens, et puis recruter des collaborateurs, des stagiaires, peut-être donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais moi j'aimerais que les gens soient heureux de venir travailler avec moi. Parce que j'ai l'impression que dans ce métier, il y a trop de gens qui sont malheureux en fait. Beaucoup trop. Peut-être que c'est comme ça dans d'autres métiers que nous on ne se rend pas compte parce qu'on est fermé sur le métier d'avocat, mais combien de collaborateurs, de collaboratrices sont malheureux, d'associés. Enfin, il y a des gens qui ont quand même des comportements absolument irrationnels dans ce métier. Des comportements qu'ils ne pourraient pas avoir en présence je sais pas moi, de leurs enfants ou de leurs parents, de leurs frères et sœurs, quoi. Des gens qui se croient... non mais ouais, espérons-le. Et des gens qui se croient autoriser des choses hallucinantes dans ce métier. Et qui sont maltraitants, mais au sens premier du terme, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir réellement été victime, moi. J'ai l'impression d'avoir été plutôt épargné. Mais quand j'ai croisé des individus qui se comportaient de cette manière-là, j'ai pas eu l'impression d'être vraiment affecté, mais j'ai vu les dégâts autour de moi, quoi. J'ai vu des collaborateurs, des collaboratrices en souffrir profondément, contraints de prendre des médicaments. Enfin, on est quand même chez les fous, quoi. Enfin, c'est dingue. Et c'est quelque chose qui me pousse, en tout cas, effectivement, à dessiner un projet professionnel qui serait, celui-là, d'avoir un cabinet où je sais pas, on laisse les gens s'exprimer, on a envie. Bien sûr qu'il faut travailler, c'est évident, on peut pas travailler. C'est-à-dire que si les gens ne travaillent pas, on peut pas les garder, c'est évident. Mais quand on a dit ça, on a tout dit, et quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout. C'est-à-dire que fait-on, que faisons-nous des gens qui travaillent justement et qu'on garde en fait. Et je pense que c'est un enjeu très 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 important dans notre profession. Et c'est hallucinant que tant de jeunes confrères quittent la profession. Il y en a combien qui quittent la profession parce que ils ont été dégoûtés du métier. Je parlais tout à l'heure des associés qui m'ont, des avocats que j'avais croisés avant et qui m'avaient dit non, ne va pas travailler avec le premier type avec lequel j'ai bossé. Il va te dégoûter de ce métier. C'est fou de penser des choses comme ça. C'est un métier qui n'a pas besoin de l'apport des uns ou des autres pour ou susciter, confirmer l'envie d'être avocat ou l'infirmer ou la censurer. J'ai envie d'être avocat, je découvre ce métier, il me plaît pour ce qu'il est ou il ne me plaît pas pour ce qu'il est. C'est pas un associé de me dégoûter de ce métier. On est chez les fous, quoi. Et je pense que, en cela, parce que le sport c'est une aventure humaine, en tout cas, même l'athlétisme qui est une discipline individuelle ou quoi, il y a le rapport au coach, à ce partenaire d'entraînement, et l'aventure humaine c'est quand même quelque chose où on se dit les choses et on a besoin de prendre du plaisir à se retrouver. Et c'est là qu'on est le meilleur. Mais aujourd'hui, les gens qui font du management à haut niveau et qui se posent des questions sur le management s'interrogent sur le confort de leurs équipes. Hein. Je sais pas, nous les avocats, c'est quelque chose qui manifestement nous échappe. Non, mais très loin de ça. Après, on n'est pas manager, on n'est pas formé pour être des managers, c'est sûr. Et puis les avocats qui ont réussi et qui ont constitué des équipes importantes autour d'eux, ils n'ont jamais été reconnus pour être des managers. Donc, ou ils se sont interrogés pour devenir de bons managers, ou ils le sont plus ou moins naturellement, ou c'est une catastrophe. Mais ils ne sont pas reconnus pour être des managers. Donc moi, c'est quand même quelque chose ça m'interpelle beaucoup. Et ça me questionne sur le projet professionnel que je voudrais dessiner. Voilà. Pour terminer cet entretien, j'ai 3 petites questions. Une source d'inspiration récente. Je pense que c'est l'aventure humaine qui m'inspire. Voilà. De faire des choses ensemble et de prendre du plaisir à le faire. Ta dernière journée. J'ai des enfants jeunes, c'est facile. Voilà. Donc je vais dire... Non, mais... C'est une réponse, hein. Ouais, non, mais... Que ce soit pour la source d'inspiration ou pour la joie, je vais quand même rapporter ça à mon métier aussi. Une source d'inspiration et une joie, je peux la trouver dans une décision qui a été rendue très récemment là, par la Cour d'appel de Versailles, dans un de mes dossiers, qui a mis en liberté un de mes clients. Après 2 mois de détention provisoire et dans l'attente d'un procès en appel, il a été condamné en comparution immédiate à Versailles. On a des tribunaux dans ce pays qui appliquent le droit de manière radicalement différente. Et pour des mêmes infractions commises 1 fois, 2 fois, à Paris, on va faire sortir un gars, il va rentrer chez lui, il va vivre avec sa famille avec des obligations diverses et variées. À Versailles, on va passer 1 fois. Il n'a jamais eu de casier judiciaire, il n'a jamais rien fait. Il va prendre 2 ans de prison, dans 1 an avec sursis, mandat de dépôt, il part en prison. C'est hallucinant de prononcer des décisions comme ça. Et finalement, à Versailles, la cour d'appel, il y a des nouveaux juges, des nouveaux conseillers, et ils nous redonnent de l'espoir. Et moi, ils m'ont procuré de la joie et ils m'ont inspiré là, par la décision qu'ils ont rendue très récemment. Voilà. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Une volonté farouche de lutter contre l'injustice.
farouche. Merci beaucoup Loïc. Je t'en prie. Si vous aimez le podcast, dites-le en commentaire et en le notant sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez. C'est ce qui m'aide le plus à lui donner de la visibilité. Je laisse aussi l'email de Loïc en note de l'épisode au cas où vous souhaiteriez le remercier. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.